Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne d'Illuti Investissement, c'est Aurélien et aujourd'hui on va continuer ce cycle d'interviews sur la chaîne d'Illuti. Je fais ce cycle pour élargir un petit peu, et là on va beaucoup l'élargir d'ailleurs, élargir un peu le spectre de ce carcan qu'est la reprise d'entreprise dans un contexte plus général. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré il y a maintenant à peu près 8 ou 9 mois, Jean-Philippe Clavel, qui a donc écrit ce livre, La propriété économique, et qui m'a contacté parce qu'il était intéressé par la démarche que j'avais au sein d'Illuti et qui va nous expliquer, qui va nous présenter une vision économique de la propriété, d'accord, qui peut s'intégrer pour des repreneurs, pour des entrepreneurs. Il a développé vraiment un concept qui est basé initialement, qui nous vient de la finance et qu'il a voulu traduire dans l'économie réelle. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et c'est pour ça que je lui ai proposé de venir sur la chaîne d'Illuti. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Aurélien. Alors, Jean-Philippe, j'ai beaucoup apprécié de lire ton livre et je voudrais d'ores et déjà qu'on clarifie quelque chose parce que tout le monde n'est pas juriste. Et pour bien qu'on comprenne ta philosophie, voilà le concept que tu as voulu développer, tu pars du principe du droit de propriété. Alors déjà, est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce qu'est le droit de propriété, l'usus, le fructus, l'abusus, que tu nous éclaires là-dessus pour qu'on puisse bien comprendre comment tu as pensé le modèle que tu vas nous présenter. Alors, mes réflexions en fait sur la propriété sont issues de mon expérience par rapport à la société de titrisation. Euh, mais c'est vrai qu'au départ, cette réflexion sur la propriété vient du fait que on vit aujourd'hui dans notre société avec une conception fidèle à la conception du Code civil, révolutionnaire, et qui fait de la propriété un droit exclusif et absolu. Le propriétaire a tous les pouvoirs sur sa chose. Et les Romains ont exprimé ce droit de propriété au travers de ce qu'on appelle les attributs du propriétaire, qui sont l'usus, le fructus et l'abusus. L'usus, c'est le fait d'avoir un usage de sa chose. Le fructus, c'est le fait d'en percevoir les fruits. Et l'abusus, c'est le fait d'en disposer librement. Dans notre société, par le droit de propriété, le plus souvent, ces attributs sont réunis en une seule main. Le propriétaire a ces trois attributs. Il a l'usage de son bien, il en perçoit les fruits et il en dispose librement. Il y a quelques cas dans lesquels les attributs de la propriété sont parfois dissociés, séparés entre plusieurs propriétaires. C'est notamment le cas du démembrement de propriété. Le démembrement de propriété que les parents souvent connaissent par rapport à l'organisation patrimoniale qu'ils veulent avoir avec leurs enfants, et bien, font un démembrement, c'est-à-dire qu'ils vont dissocier l'usufruit de la nue propriété. L'usufruit, c'est le fait d'avoir un usage de sa chose, d'en percevoir les fruits, mais on n'en dispose pas librement, puisque c'est le nu propriétaire qui, lui, dispose de ce bien. Et la réflexion dans ce petit opuscule, qui encore une fois est plus une invitation à la réflexion qu'une thèse ou une vérité, j'allais dire, décrite dans un ouvrage, c'est une invitation à la réflexion qui consiste à dire, mais dans le fond, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à dissocier la propriété parce que on pourrait effectivement imaginer avoir une répartition innovante de ces attributs avec simplement une personne qui aurait le fructus, c'est-à-dire qui percevrait uniquement la valeur économique du bien, il en serait le propriétaire, mais il serait juste propriétaire du revenu économique. Et puis un autre propriétaire, qui lui serait le propriétaire de l'usage, il aurait la propriété de ce bien. Et ensemble, par la liberté contractuelle, ils pourraient décider du sort de ce bien, ce serait l'abusus, qui serait partagé entre un propriétaire économique et un propriétaire d'usage. Cette réflexion-là, elle est juridique.
de par la réorganisation de ses attributs. Mais en fait, elle est surtout politique. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, et ça permet de faire le lien avec la finance et donc la titrisation, parce que c'est vrai que tout est lié, on vit dans une société dans laquelle il y a une grosse inégalité entre le capital et le travail. Celui qui a du capital peut acquérir une chose et donc ensuite lui appliquer sa compétence, son savoir-faire, donc sa gouvernance. À l'inverse, celui qui a simplement une compétence, et s'il n'a pas de capital, alors il se retrouve un peu dans une situation d'otage, de précarité. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir exercer sa gouvernance, il doit d'abord s'endetter. Donc, c'est une sorte de précarité financière. Si je n'ai pas de capital, mais une compétence, je dois d'abord m'endetter pour acquérir la chose et exercer ma compétence. Et une autre précarité, qui est la précarité salariale, qui est en fait que dans ce système-là, la traduction capitaliste de l'entreprise fait que le travail est subordonné, c'est même une réflexion qui caractérise le droit du travail, il est subordonné au capital. Et du coup, eh bien, le travail peut subir quelques situations compliquées, notamment en entreprise et notamment dans des groupes internationaux, où effectivement, eh bien, le salarié n'est devenu qu'un outil pour pouvoir créer de la richesse au service du capital. Et cet outil qui montre cette totale inégalité entre la valeur capital et la valeur travail, c'est que même dans la comptabilité de l'entreprise, la valeur travail n'est pas prise en compte. C'est même une charge que doit financer le capital et dont il peut se libérer par des licenciements économiques ou autres, etc. Donc, le projet politique, c'est vraiment de rééquilibrer le capital et le travail. Et pour rééquilibrer le capital et le travail, et pour sécuriser donc et le capital et le travail, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut accéder à la propriété. Et c'est évidemment le lien avec mon ouvrage. C'est que la propriété, et notamment la propriété privée, est quelque chose qui vient sécuriser l'individu. C'est d'ailleurs pour ça que, par la propriété exclusive, absolue, etc., on a voulu libérer l'individu de l'ancien régime, de l'approche très royaliste, monarque, etc., de notre ancien droit. Et on a voulu conférer une liberté à l'individu en lui donnant un accès à la propriété et en lui permettant, en propriétaire, de faire tout et n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, si on veut revaloriser le travail sans pénaliser le capital, eh bien, il faut imaginer une façon ou d'autres façons d'être propriétaire. Et pour pouvoir imaginer cette autre façon d'être propriétaire, eh bien, on pourrait imaginer d'être à la fois, ou plutôt soit un propriétaire économique, soit un propriétaire d'usage. Alors, accéder à la propriété par son travail, il y a quelque chose comment dirais-je, qui fait qu'on a du mal à le comprendre. On se dit, mais comment on peut devenir propriétaire simplement avec son travail ? Alors, il faut savoir que déjà dans le droit, cette possibilité existe. Ça s'appelle notamment l'apport en industrie. Quand on crée une société, on peut faire un apport en numéraire, un apport du capital, on peut faire un apport en nature, donc un actif que j'apporte au lieu et place de cash, mais il y a également l'apport en industrie. Et l'apport en industrie, c'est j'apporte ma compétence, ma savoir-faire à cette société que je crée, et en contrepartie de cet apport, je vais recevoir des parts sociales ou des actions de la société. Et donc, cette reconnaissance et cet accès à la propriété par le travail, par le droit des sociétés, on s'en rapproche. Mais très vite, le droit fait un peu marche arrière, car en réalité,
l'apport en industrie ne participe pas à la constitution du capital et les parts sociales qu'on reçoit en échange ne peuvent pas être transmises, etc. Donc, on reconnaît un petit peu quand même une propriété sans aller au bout des choses. Et en réalité, alors pourquoi en fait on ne va pas au bout des choses, c'est que tout simplement, on a du mal à évaluer cet apport en industrie. Si on apporte du cash, si on apporte de l'argent, ben on sait qu'on apporte 10 000 euros et que ça comporte et que ça correspond à 10 000 euros dans le capital. Si je fais un apport en industrie, ben mon expérience, mon savoir, mon travail, c'est beaucoup plus compliqué de l'évaluer. Et pour résoudre cette problématique, eh bien, on pourrait imaginer justement d'avoir cette propriété économique et cette propriété d'usage. Et d'une certaine façon, on aurait donc une propriété qui serait, sous certains aspects, la pleine propriété, qui est le schéma classique dont on a parlé tout à l'heure. On pourrait avoir le démembrement de propriété. Et puis, on pourrait aussi avoir une propriété dissociée dans sa valeur économique et dans sa valeur d'usage. Le propriétaire économique financerait la valeur économique, donc permettrait véritablement de générer cette acquisition, ce transfert de propriété, etc. Mais ce propriétaire économique ne pourrait pas, parce qu'il n'en aurait pas l'usage, il ne pourrait pas gérer la chose. Ce serait celui qui aurait la propriété d'usage qui, lui, pourrait le faire. Et cette dissociation de la propriété entre propriété du capital et propriété de l'usage se ferait là encore par la liberté contractuelle et permettrait justement comment dirais-je, respecter pleinement à la fois l'importance du capital, et c'est ce qui fait que je suis plutôt un homme de droite, parce que je considère que pour créer de la valeur, bien évidemment, il faut avoir des gens et des investisseurs courageux, capables d'investir leur capital dans des projets, mais en même temps, reconnaître que parfois, la problématique de nos sociétés est que le capital ne se limite pas à financer, il a tendance à gouverner l'entreprise qu'il a financée, et c'est là où on bascule ensuite dans un capitalisme exclusivement financier, qui n'est plus entrepreneurial, avec les dérives que l'on connaît, puisque le capital, mais à juste titre, va gérer l'entreprise dans son intérêt, et pas forcément dans l'intérêt de l'entreprise, des dirigeants, des salariés. Et donc, dissocier cette approche du capital, approche du travail. J'ai voulu la voir d'abord par le droit, c'est mon petit livre, et montrer ensuite cette traduction politique au niveau justement de cette revalorisation du travail par rapport au capital, et pour faire le lien avec ce qui nous est le sujet du jour, de dire dans le fond, comment je suis arrivé à cette réflexion-là? Eh bien, c'est en ayant et en pratiquant, paradoxalement, la titrisation, une technique financière. Paradoxalement, c'est par la technique de la finance que m'est venue cette idée de pouvoir utiliser cette technique pour l'appliquer effectivement à l'économie, à l'entreprise, pour pouvoir à la fois valoriser le travail et le capital. Ok, parce que c'est vrai que ces histoires d'apport en industrie, par exemple, c'est pas tout à fait bien valorisé quand, en droit français, quand tu fais un apport en industrie, enfin, tu deviens pas actionnaire en fait. C'est un faux. Exactement. On le croit, mais c'est pas une réalité. C'est pour ça que quand, par exemple, nous on fait de la prise de participation dans les entreprises, on ne le fait pas avec l'apport en industrie, parce que l'apport en industrie n'est pas, on le valorise autrement en fait, parce que c'est pas une bonne façon de faire. Parenthèse fermée. Donc moi, de Exactement. ce que je comprends, donc tu as l'usus, le fructus, l'abusus. On connaît bien ça quand on a des héritages, par exemple, les parents restent propriétaires, enfin, ont divisé la propriété, mais ils restent en pleine jouissance du bien qu'ils ont, qui est l'objet de la succession. On a aussi, par exemple, quand on est locataire, on peut user d'un appartement, par exemple, mais par contre, les fruits, donc les loyers, reviennent aux propriétaires. Donc là, c'est démembré autrement. Et toi, ce que tu nous présentes là, c'est qu'en fait, ce serait plutôt le fructus, en fait. Ce serait le fructus qu'on En fait, sortirait. c'est une répartition innovante de ces attributs. Le propriétaire, encore une fois, quand il a tous les pouvoirs, il a entre les mains ces trois attributs, usus, fructus, abusus.
tu l'as très bien expliqué, dans un démembrement qu'on connaît notamment par rapport aux parents qui gèrent leur patrimoine par rapport à leurs enfants, donc dans une logique d'organisation patrimoniale, mais pas seulement. On a beaucoup de schémas financiers, même avec des sociétés qui organisent le démembrement. Mais concrètement, effectivement, on a une répartition entre l'usus fructus qui appartient à l'usufruit et l'abusus qui appartient du propriétaire. Et moi, la réflexion, c'était de dire, en fait, mon schéma financier, qui est une application de la titrisation, comment je pourrais le faire coller à notre droit civil? Parce qu'il faut avoir conscience que le droit civil, et notamment la propriété, est la pierre angulaire. La notion de propriété, c'est une conception et une notion à la fois juridique, politique, philosophique, historique. Enfin, par la propriété, on explique l'histoire du monde. Et donc, arriver comme ça en disant ben, moi j'ai un peu travaillé sur la titrisation, donc je vais vous modifier un peu le droit de propriété, on va un peu le dépoussiérer, il y avait quelque chose un petit peu de pas très sérieux. Donc je me suis dit, essayons de faire rentrer cette approche économique et approche d'usage dans le droit de propriété. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais dans le fond, on pourrait très facilement dire, ben, dans le fond, le propriétaire économique, il aura juste le fructus, c'est-à-dire il a le droit de percevoir le revenu de sa chose, mais il n'aura pas l'usus, il ne pourra pas gérer sa chose, puisqu'elle sera reconnue à un propriétaire d'usage. Et ensemble, dans le respect de la liberté contractuelle, parce qu'il ne s'agit surtout pas d'aller imposer des choses ou de freiner la liberté, c'est pour ça que ce projet, il est, contrairement à ce que croient beaucoup de libéraux, terriblement libéral. Parce qu'en réalité, on propose d'être pleinement libéral dans la conception du capital, pouvoir avoir un statut d'investisseur auquel on va attribuer, en fonction des choix politiques, un traitement fiscal approprié. Donc, terriblement libéral parce que je vais pouvoir devenir propriétaire des choses sans devenir propriétaire juridique de cette chose, donc en subir les conséquences juridiques, réglementaires, etc. de la pleine propriété, mais aussi terriblement social, car on va permettre un accès à la propriété à ceux qui ont simplement une compétence, un savoir-faire et pas d'argent. Donc, c'est un accès égalitaire à la propriété, c'est un discours politique terriblement positif, notamment vis-à-vis de notre jeunesse, qui déprime aujourd'hui dans ces studios, pour leur dire, mais demain, dans le monde d'après, et là j'anticipe un petit peu la fin de mon exposé et de ma préparation, mais que dire, dans le fond, ce qui est important aujourd'hui, c'est de donner des perspectives, de commencer à préparer le monde d'après, et justement, pouvoir commencer déjà à dire qu'on va favoriser un accès à la propriété, que l'on ait du capital ou du travail, ben, ce serait déjà effectivement un message d'espoir qui serait merveilleux. Et quand j'entends notre président Macron se soucier de l'égalité des chances, quel est le plus beau projet politique en termes d'égalité des chances que de pouvoir dire, moi, président, j'ai pu permettre l'accès à la propriété, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, que vous ayez du capital ou que vous ayez une compétence ou simplement un savoir-faire. C'est l'égalité des chances. Il y a un économiste qui est John Rawls, qui a, lui, parlé justement de cette égalité des chances et de ce libéralisme égalitaire. C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut de la liberté, il faut laisser les gens créer de la valeur, créer de la richesse, parce que on voit bien avec la crise sanitaire que l'État n'est pas idéalement bien placé pour pouvoir gérer et créer toutes ces choses-là. Mais dans le même temps, il faut que cette liberté soit offerte à tous, à ceux qui ont du capital et à ceux qui ont une compétence et donc au travail. Alors, si on devait être un peu concret, dans l'objet qui nous intéresse aujourd'hui, par exemple sur la reprise d'entreprise, et je sais que tu l'évoques d'ailleurs dans le livre, comment ça pourrait s'appliquer concrètement pour que les gens qui nous écoutent perçoivent bien d'un point de vue concret, d'un point de vue matériel, comment ça se matérialise ta vision? Tu peux nous parler d'ailleurs des sociétés de titrisation par rapport à ça, mais comment on le fait concrètement? Alors, effectivement, cet accès à la propriété,
un accès égalitaire, capital-travail, est un message politique fort, mais il faut le traduire, comme tu le dis, très concrètement, pour qu'on puisse en mesurer l'impact, qu'on puisse se rendre compte des effets. Accès égalitaire, mais également modification de la gouvernance, mais j'y reviendrai. Mais c'est un aspect très important de la gouvernance privée, c'est-à-dire au sein même de l'entreprise privée, comme dans les relations entreprise et collectivité, qui est également très important par rapport à cet impact. En réalité, pour pouvoir comprendre comment les choses pourraient se passer, eh bien, il faut refaire le schéma et le chemin que j'ai fait, moi, en partant paradoxalement de la finance, et notamment de la titrisation. Alors, pourquoi? Alors, la titrisation, c'est présenté comme une technique financière qui consiste à transformer un actif, souvent donc illiquide, en titre négociable, et souvent un titre obligataire. Bon. Cette présentation, ou dans cette présentation, chaque mot est important. Le premier mot, je l'ai dit volontairement, c'est technique. Je me permets d'insister sur ce point, c'est une technique, et lorsque on lit sur notamment Wikipédia ce que c'est qu'une technique, eh bien, en réalité, c'est une méthode que l'on applique à un savoir-faire qui, lui, va créer de la valeur. Quelque chose de très important, parce que la titrisation, on ne la connaît pas, ou quand on la connaît, c'est uniquement en la critiquant par rapport notamment à la crise des subprimes de 2008. Et en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la crise des subprimes, où on a montré du doigt la titrisation, eh bien, on a fait, à mon sens, à la titrisation un mauvais procès, puisque ce qui était toxique, ce n'était pas la technique, c'était les actifs. Donc, la titrisation, c'est une technique et ce n'est pas une recette pour créer de la valeur. C'est déjà un mot important. Le second mot, technique financière. Ça veut dire que là, on n'est pas dans le monde du droit, on n'est pas dans le monde de l'architecture, on est dans le monde de la finance. Alors là aussi, le monde de la finance, bien justement, aujourd'hui, il n'est pas forcément mis en valeur. On peut considérer que le monde de la finance, c'est le monde de l'argent, etc. Et on regarde ça un petit peu avec suspicion ou en tout cas prudence. À juste titre. À juste titre. Pourquoi? Parce que la finance a été victime de sa compétence. Les financiers, travailleurs, ingénieux, ont su créer des outils financiers pour créer de la valeur. Le problème, c'est que cette création de valeur, elle est devenue totalement artificielle, décorrélée du monde de l'économie. Mais à qui la faute? Est-ce qu'il faut montrer du doigt le financier qui a fait son job ou le politique qui n'a pas su dire à la finance, maintenant vous allez travailler pour l'intérêt général? Je pose la question, ce n'est pas le sujet aujourd'hui politique, mais c'est quand même important pour qu'on comprenne comment de la finance on peut arriver petit à petit au monde d'après. Et enfin, effectivement, cette technique financière s'est transformée en actif en titre obligataire. Alors, et ceci pour lever de la dette, pour lever du financement, pour trouver de l'argent. Alors, en termes de technique financière, on va dire vendre un actif pour récupérer du cash, il y a un peu plus compliqué. Bon. Mais en réalité, à regarder de plus près, effectivement, c'est une technique un petit peu plus compliquée. Et pour ça, il faut savoir qui l'a inventé et pourquoi. La titrisation, en fait, est ancienne, mais c'est surtout dans les années 80 où elle a pris son essor, notamment aux États-Unis, avec les caisses d'épargne. Les caisses d'épargne des États-Unis qui faisaient du crédit hypothécaire, donc des prêts. Et elles se sont retrouvées à un moment donné dans une situation avec les chocs pétroliers, une situation inflationniste où la Fed a augmenté les taux, enfin bref, dans une situation où elles ne pouvaient plus prêter parce qu'elles avaient des ratios entre leurs fonds propres et leur endettement qui n'étaient plus respectés. Et donc, les banques, je simplifie au maximum, mais elles se sont dit, dans le fond, il faudrait qu'on trouve une solution pour que
ces créances hypothécaires, on puisse les vendre. Parce que comme ça, on ne les aura plus dans nos bilans, on retrouvera des bilans bien propres, et en plus, comme on les aura vendus, on va prendre de la trésorerie, du cash, donc on aura une belle ligne sur notre actif financier, donc ce serait bien. Ceci dit, vendre, ok, mais ce serait quand même bien qu'on garde la gestion de ces créances, parce que ça rapporte quand même beaucoup d'argent. Donc, elles se sont dit, donc, on vend, mais on vend à quelque chose où on peut garder la gestion. Puis la troisième réflexion que les banques se sont dites, c'est, bon, ok, on vend, on va pouvoir continuer à gérer, mais ce serait quand même con si c'est nous qui devions encore payer les créances, parce que alors là, pour le coup, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faudrait trouver des investisseurs pour financer ces acquisitions. Mais il faudrait quand même les sécuriser, ces investisseurs, parce que sinon, ils ne vont pas vouloir. C'est comme ça que la titrisation est venue. Et en réalité, la traduction de cette petite histoire, c'est une relation tripartite qui a émergé avec un cédant, en l'espèce la banque, qui cède, alors non pas une créance, mais des boucs de créances, à une structure qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une structure ad hoc, une structure orpheline, laquelle a acheté sa créance, mais comment? En émettant une dette, donc un emprunt obligataire souscrit par des investisseurs. Ces investisseurs, eux, on va les sécuriser en disant, bon, vous n'avez pas la propriété juridique de l'actif, puisque c'est la société ad hoc, mais vous allez avoir la propriété juridique du titre obligataire dont le sous-jacent est un actif économique. Donc, vous allez avoir la maîtrise de la propriété, je lâche le mot, vous allez avoir la maîtrise de la propriété économique de l'actif. Ça commence déjà à me dire propriété économique, c'est assez intéressant, etc., etc. Et puis, cet actif vendu, financé par des investisseurs, la société ad hoc, pour le sécuriser, ne doit pas pouvoir le gérer. La banque, elle veut le gérer. Donc, on va dire que la société ne peut pas gérer l'actif. Et elle est obligée de concéder un droit d'usage, soit au cédant, soit à un tiers. Et c'est comme ça qu'émerge la titrisation avec trois parties, un cédant, un propriétaire et un investisseur. Dans le droit, il y a une technique qui se rapproche un petit peu de la titrisation. C'est la fiducie. Cette même fiducie qui regarde ou qui se nourrit de son cousin le trust anglo-saxon et qui a tant et tant de mal à émerger justement dans notre code civil parce qu'on n'est pas habitué. On a cette vision révolutionnaire où je suis propriétaire, je peux tout faire. Là, on commence à voir une sorte de propriété, non plus verticale, mais horizontale. Et une propriété un peu déboussolée, parce qu'en réalité, qu'est-ce que la titrisation a fait émerger? Eh bien, la société ad hoc, elle est propriétaire juridique. OK, de la créance, parfait. Mais en réalité, elle est propriétaire de rien. Elle n'utilise la propriété qu'à des fins de garantie. Pour sécuriser cette créance. Et pourquoi elle est propriétaire de rien? Parce que la valeur économique de cette créance a été octroyée à l'investisseur. L'investisseur perçoit 100% du revenu économique de la créance. L'actionnaire de la société de titrisation, il n'a droit à rien. Et puis à l'inverse, c'est une propriété vidée également de la valeur d'usage, puisque le propriétaire n'a pas usage de cette créance, il la concède à un tiers cédant ou un tiers exploitant. Et donc, de cette relation tripartite, de cette propriété horizontale, va pouvoir naître des applications concrètes, et je n'ai pas oublié ta question, sur évidemment le financement de l'entreprise, mais aussi, et pour moi presque le plus important, une sorte de réorganisation, allez, je lâche le mot, révolution sociale et politique. Alors, le financement. Le financement, quand on est une entreprise et qu'on doit se financer, alors là, je fais attention à ce que je dis puisque je parle sous le contrôle du professionnel que tu es, en règle générale, il n'y a pas 36 solutions. Soit on se finance par le capital, soit on se finance par de la dette.
ces deux financements ne sont pas sans danger pour l'entreprise. Le financement par le capital, le premier risque que l'on a, c'est d'être dilué. Et là, c'est tout le sujet de la start-up qui a besoin de capital, qui a besoin de financement, donc elle va faire venir ses investisseurs, mais il faut structurer. Alors, il y a une société juridique qui permet, à mon sens, d'exceller en matière de sécurité pour un entrepreneur, notamment en termes de start-up, c'est la commandite par action, qui permet de dissocier justement le capital de la gouvernance. Mais quand on n'est pas en commandite, la dilution est un risque, et derrière la dilution, la perte de pouvoir. Donc, se faire financer par du capital, attention, et je dis attention surtout dans des périodes de crise comme aujourd'hui, où l'entreprise est aux abois, et aujourd'hui a besoin de trésorerie pour faire face à des situations inimaginables, puisqu'elle a arrêté pratiquement de travailler, et où elle peut avoir besoin de financier, c'est-à-dire de procéder à des augmentations de capital. Là, faire très attention de ne pas faire rentrer le loup dans la bergerie. L'autre financement, c'est la dette. Mais le problème que l'on a, bien évidemment, c'est qu'aujourd'hui, nos entreprises, elles sont déjà très endettées. Elles ont même pris les prêts PGE pour justement essayer de se sortir de cette situation. Donc, ce n'est pas maintenant qu'elles vont en plus se mettre un prêt sur la tête pour pouvoir s'en sortir. Et c'est là où, du coup, ce que j'ai dit pour la banque peut devenir une solution pour une entreprise, avec cette solution originale de dire, dans le fond, pour pouvoir financer une entreprise, on va pouvoir imaginer que l'entreprise va isoler dans une société de titrisation un actif, le plus souvent un actif économique, qui sera financé par des investisseurs et un actif qui sera mis à disposition de l'entreprise. Alors, c'est là où on commence à mieux voir concrètement l'organisation horizontale de cette entreprise, avec en réalité une entreprise qui a son capital, qui a ses dettes, qui a son activité, qui a sa gouvernance, ses dirigeants, ses salariés, mais qui va non plus avoir dans son bilan ses actifs économiques, mais une sorte de utilisation d'un actif détenu dans une structure sur le modèle de la titrisation. Donc, c'est-à-dire un actif, je le rappelle, où la valeur n'est pas attribuée à cette société ad hoc. La valeur économique serait attribuée à l'investisseur et la valeur d'usage à l'entreprise. Et donc, cette conception horizontale de l'entreprise va permettre à chaque stade de l'entreprise d'avoir une sorte de source de financement alternative au capital et à la dette classique. C'est pour ça que quand on parle de titrisation, on dit dans le fond, on se refinance par l'actif. Pourquoi? Le premier schéma, l'entreprise est en difficulté. La première des solutions qu'elle pourrait faire, c'est vendre. Quand on a des dettes, on essaie de chercher des actifs à vendre. Mais vendre ces actifs, c'est se déposséder d'une certaine valeur dont on a peut-être besoin. Et on a donc besoin d'être sécurisé dans cette gouvernance, sécurisé dans également celui qui va racheter ses actifs, etc. etc. D'où l'intérêt de la titrisation qui permettrait de dire, dans le fond, l'entreprise cède à une sorte de société de titrisation son actif, en contrepartie de quoi elle va recevoir de l'actif, de la trésorerie. Mais cet actif, elle va, grâce à cette mise à disposition, pouvoir toujours l'utiliser. Et on pourrait même imaginer que le capital, c'est-à-dire que l'actionnaire de l'entreprise, soit en réalité l'actionnaire de la société de titrisation qui a acheté l'actif. La seule originalité, puisque là, on rejoint des schémas qu'on connaît, on va dire un peu la société foncière avec la société d'exploitation pour une même entreprise, en quelque sorte, et puis une location entre les deux. La seule différence, c'est qu'en réalité, on a la possibilité de lever beaucoup plus facilement de la dette, donc de trouver des investisseurs, parce que l'investisseur, et ça je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne l'ai peut-être pas dit avec suffisamment
d'importance. Contrairement à un emprunt obligataire, l'investisseur n'est pas un créancier. Il n'est pas simplement quelqu'un qui fait un prêt à une société d'exploitation qui va être dirigée par un patron et des salariés, etc., dont on ne peut pas mesurer. Et où après, quand les choses se passent mal, on rentre dans des logiques de procédures collectives et où l'État, avec ses créances, passe avant, etc. Non, avec la titrisation, l'investisseur est propriétaire économique de l'actif. Et c'est là toute l'originalité de cette titrisation, c'est qu'en réalité, on sécurise chaque acteur par la propriété. L'actif est sécurisé dans la société ad hoc par la propriété juridique. L'investisseur est sécurisé par la propriété économique et l'entreprise est sécurisée par une sorte de propriété d'usage puisqu'elle est mise à l'abri des contraintes du financement qui passent par l'ouverture de son capital ou l'augmentation de la dette. Donc voilà cette application de la titrisation au monde de l'entreprise et notamment dans son financement. Un élément important, c'est que cette titrisation ou la technique de la titrisation, j'ai envie de dire, elle est universelle, mais chaque État la retranscrit dans son droit positif de manière très différente. Et pour certains pays, on a laissé très longtemps cette technique et cet organisme de titrisation entre les mains des banques, entre les mains de la finance. Il y a un pays qui est allé beaucoup plus loin. Il y a un pays qui a voulu démocratiser la finance. Il y a un pays qui a voulu mettre la finance au service de l'économie. Et ce pays, aujourd'hui, il est montré du doigt très injustement. C'est le Luxembourg. Le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal, quoi qu'en pensent les journalistes du Monde. Le Luxembourg, c'est un pays intelligent qui, comme il est tout petit, a un accès avec les praticiens, avec les acteurs de l'économie, qui est extrêmement proche. Le ministre, enfin les politiques, côtoient très fréquemment le milieu économique. Et la titrisation, comme la SICAR et comme d'autres véhicules d'investissement extrêmement intéressants, inventés au Luxembourg, c'est que justement, on a voulu, comment dirais-je, dire, mais si cette technique est intéressante pour la banque, ça peut l'être aussi pour l'entreprise. Et on a créé en 2004 une loi, la loi sur la titrisation, avec une liberté extrêmement forte, où on peut faire beaucoup de choses, mais surtout où on peut titriser toutes sortes d'actifs. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec la France, où, avec la France, la titrisation, même s'il y a eu une réforme en 2017, est pour l'essentiel réservée aux acteurs financiers et à des actifs de créance. Et puis, il y a donc entre le côté très entrepreneurial du Luxembourg et puis le côté un peu fermé de la France, il y a un pays fidèle à lui-même, le pragmatisme à l'état pur, qui réussit, on va dire, sur la liberté entrepreneuriale. C'est la Suisse qui dit en fait à chacun, bah, écoutez, moi, je ne fais pas de loi sur la titrisation, mais si vous, acteurs, vous voulez en faire, bah, faites-la. On a la liberté statutaire, on a la liberté contractuelle. Vous pouvez le faire, on n'interdit pas. Alors, pourquoi c'est, j'allais dire, insister sur cette divergence? Ben, je crois que si la titrisation est effectivement utile pour financer des projets d'infrastructures très importants au niveau national, européen, etc., ça l'est aussi pour l'entreprise. Et l'Europe devrait peut-être réfléchir à une société de titrisation européenne qui serait justement ouverte et soucieuse de répondre aux préoccupations du capital européen et du travail européen. Parce que le problème que l'on a dans la titrisation, notamment par rapport à la France, c'est que, et ça c'est lorsque je vendais la titrisation luxembourgeoise à des entrepreneurs, en règle générale, première partie,
je vantais les louanges de la titrisation, puis après, je m'empressais de dire, mais attention, surtout ne vous comportez pas comme un propriétaire, vous, investisseurs. Ouais. Car si vous êtes ou si vous agissez comme un propriétaire, alors l'administration fiscale va vous requalifier. Elle va dire que vous, propriétaire économique, en fait, vous agissez comme un propriétaire juridique. Et donc, elle va venir vous foudroyer, je vais dire, par la foudre fiscale en vous mangeant à la sauce du propriétaire. Et c'est dans ces réflexions que je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas assumer? Il faut aller jusqu'au bout. Le Luxembourg a créé un véhicule de titrisation qui dissocie l'investissement et l'usage. La France essaye de faire un peu de même chose. Démocratisons l'outil et allons jusqu'au bout. Assumons cette propriété économique et cette propriété d'usage. À ce sujet, une petite remarque, c'est que d'abord, cette propriété d'usage, il faut savoir que on a l'impression de la redécouvrir aujourd'hui, mais elle est très ancienne. Elle est même elle a même été constitutive de notre ancien droit. Tout à l'heure, je parlais de la Révolution et du Code civil napoléonien. C'est vrai qu'en France, on a souvent l'impression que la France est née en 1789. Grâce à Dieu, non. L'histoire de France est riche d'enseignements, et même en termes de propriété d'usage. Il y a des pages de Marc Bloch sur cette propriété d'usage extrêmement intéressante, notamment des alpages, où chaque usage était reconnu comme une propriété. Et il y avait donc plusieurs propriétaires sur une même chose en fonction d'un usage différent. Il y avait celui qui avait le droit d'amener ses bêtes, c'est le droit d'alper. Il y avait celui qui avait le droit de récolter la moisson. Il y avait celui... Chacun était propriétaire, mais d'un usage différent. Et à l'inverse de la propriété économique, qui elle effectivement est une notion très anglo-saxonne, qui n'est pas reconnue dans notre droit, mais il n'y a qu'un seul droit qui s'arroge le droit, lui, de reconnaître cette propriété économique, c'est le droit fiscal. Parce que lui, le droit fiscal, la propriété économique, il l'appréhende. Si vous n'êtes pas le propriétaire juridique, mais que vous êtes le propriétaire économique d'un actif, alors je vais reconnaître cette propriété économique et vous imposer comme telle. Donc, c'est là où je pense que notre société, avec l'actualité que l'on vit, est mûre pour avoir une véritable réflexion sur la propriété, ce qui ne veut pas dire qu'il faut balayer évidemment la propriété du Code civil. Il faut simplement donner, à côté de la pleine propriété et à côté du démembrement, une troisième façon d'être propriétaire et qui permettra effectivement de résoudre beaucoup de défis économiques, sociaux et politiques. Alors, selon toi, il faut aujourd'hui faire évoluer notre droit? Je crois qu'il faut faire évoluer notre droit dans le respect de la propriété actuelle, c'est-à-dire que, d'abord, il faut préserver la propriété. Et quand j'entends le discours communiste, marxiste, avec des écologistes qui n'ont d'écologie que de nom, qui sont souvent des marxistes repeints en vert, et qui font un rot sur la propriété, je dis attention, la propriété, c'est la sécurité. La propriété alliée à la liberté individuelle a créé énormément de richesses. Elle a créé la valeur de nos sociétés. Elle est le cœur de notre capitalisme entrepreneurial. Donc, il faut la préserver. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette propriété absolue, exclusive et absolue, ne permet plus de répondre aux défis. On ne peut plus confier à un propriétaire, au motif qu'il est riche, le sort de l'intérêt général. Et ça, c'est la crise écologique qui nous fait prendre conscience de ça progressivement. On ne peut pas laisser
certains propriétaires agir comme ils le voudraient sur des biens qu'on appelle des biens communs. Et c'est là où il y a toute une réflexion sur cette notion de propriété. J'anticipe un petit peu sur le côté, justement, réorganisation politique de l'entreprise, mais il y a toute une réflexion à avoir sur cette notion de bien commun. On est, nous, dans cette propriété, enfermés dans un carcan entre propriété privée et propriété publique. Et sorti de ça, on est perdu. Alors, un bien commun, qui est un bien qui est utile à tout le monde, on le met où? On ne sait pas aujourd'hui. Alors, si je le mets dans la propriété privée, ça veut dire que le propriétaire va pouvoir faire ce qu'il veut de la forêt, de cet espace naturel, de ci, de ça. Bon, moi, je ne doute pas qu'il y ait des investisseurs privés qui utilisent leur argent pour sauver la planète. Il y a d'ailleurs beaucoup d'exemples. Mais c'est un petit peu la roulette russe. Il faut serrer les doigts. Bah, j'espère que celui-là… Après, tu as la délégation de service public un peu qui peut répondre à ça. C'est pas possible. On s'en rend bien compte que ce n'est pas possible. À l'inverse, confier ces biens communs à la puissance publique, donc à l'État, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur acteur pour pouvoir le mettre en valeur. Et en réalité, raisonner en termes de propriété économique et en termes de propriété d'usage, c'est l'émergence de nouveaux partenariats qui ne seraient plus basés sur la titularité, c'est-à-dire public-privé, mais sur la fonctionnalité. Le capital finance, le travail gouverne. Et quand je dis travail, c'est au sens large, c'est toute la force de l'entreprise, du dirigeant au salarié. Alors, pourquoi c'est très important? Et je voudrais continuer la discussion de la titrisation après le financement de l'entreprise. J'ai dit tout à l'heure que c'était l'amorce d'une réorganisation sociale. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue, en tout cas avant la crise du coronavirus, une nouvelle entité censée porter secours à l'individu et répondre à tous les problèmes économiques, sociaux, écologiques, là où l'État, dans le fond, a failli, il n'a pas réussi. Alors, on peut lui donner plein d'excuses, et la première, c'est qu'il n'a plus de sous. Mais en tout cas, il a failli. La réorganisation horizontale que l'on a avec la titrisation, appliquée à l'entreprise, pourrait générer véritablement une réorganisation de l'entreprise comme la loi Pacte l'a voulu. La loi Pacte l'a voulu. La loi Pacte, c'est la loi qui voulait responsabiliser l'entreprise en lui confiant des missions pas seulement économiques, faire du profit, mais une mission sociale et une mission écologique, etc. Ça a été un peu balayé par les sénateurs en disant « c'est un peu flou votre truc, ça va être compliqué après de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Et ils avaient raison. En fait, on n'a pas le carcan, on n'a pas le cadre juridique pour dire ben voilà, ça c'est la loi Pacte pour révolutionner l'entreprise et la traduction juridique c'est ça. Et ben la titrisation permet cette traduction juridique. Pourquoi ? 3 points. Le premier, avec la titrisation, j'ai dit que le capital finançait un actif économique qui était mis à disposition d'une entreprise. Ça veut dire que si l'investisseur est sécurisé comme un propriétaire économique, en fait, il n'a plus besoin d'être l'actionnaire du capital social de l'entreprise d'exploitation. Ça veut dire que, en libérant ce capital social, puisque l'investisseur ne devient plus actionnaire de l'entreprise, mais investisseur obligataire, on libère le capital social pour le réserver à tous ceux qui travaillent dans l'entreprise. On essaye de trouver des solutions pour dire comment on pourrait faire renaître la participation salariale du général de Gaulle. Eh bien, c'est la finance qui l'a inventé.
la finance permettrait ça. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer que l'entreprise, il y a les actifs économiques d'un côté financés par des investisseurs, et puis il y a l'entreprise qui va utiliser et mettre en valeur ces actifs par un savoir-faire, par une compétence. Cette entreprise, c'est encore une société avec du capital et de la dette, mais cette fois-ci, le capital de cette entreprise sera réservé à ceux qui travaillent dans l'entreprise. Mmh. Une autre grande révolution, quand même, du monde de l'entreprise. Deuxième élément très important, cela va révolutionner effectivement le capital social, qui va devenir un capital salarié au sens, encore une fois, général du terme, du dirigeant salarié. La deuxième grande modification, c'est en termes de gouvernance. Quand je disais tout à l'heure que le capitalisme, notre capitalisme est devenu, qui était entrepreneurial et qui est devenu financier, c'est qu'en réalité, le problème que l'on a, c'est que le capital ne finance plus. Il finance et il gouverne. Et le capital est extrêmement généreux et extrêmement créateur de richesse quand il finance, mais il devient terriblement destructeur quand il se met à diriger. Parce qu'il dirige, mais on ne peut pas encore une fois lui jeter la pierre, mais il dirige pour lui. Et c'est le problème de l'actionnaire investisseur financier qui va imposer à une gouvernance d'entreprise une vision très court terme, motivée exclusivement par la perception de dividendes. Et non plus l'essor de l'entreprise, et donc la préservation des emplois, et donc le profit, mais dans un cercle vertueux. Et donc, si la finance, avec la titrisation, est propriétaire économique de l'actif qu'elle finance, elle est sécurisée dans sa propriété, elle ne s'immisce plus dans la gouvernance de l'entreprise. Et donc, ces fonds vautours, comme on les appelle, qui aujourd'hui sont prêts à sauter justement sur nos entreprises en difficulté, le plus souvent parfois pour aller récupérer des actifs, parce qu'une entreprise en difficulté, elle a quand même des actifs économiques qui bien sûr, ben, il faut mettre un terme à ça. Mais un terme, non pas avec une sauce communiste qui consistera à dire il faut interdire le capital, il faut taxer le capital. Non, il faut libérer le capital, il faut le laisser devenir propriétaire. Mais propriétaire de la valeur économique, pas de la gouvernance. Et c'est là où, effectivement, de par la titrisation technique financière, on avance progressivement dans une réorganisation de l'entreprise, à mon sens, extrêmement intéressante. Je cherchais parce que j'avais dit 3. Oui, ce que j'allais dire. Un autre point très intéressant et concret pour le coup par rapport à cette réorganisation de l'entreprise, c'est le sujet des retraites. Aujourd'hui, le gouvernement est complètement englué dans une réforme de retraite et il ne sait pas comment la prendre, mais à partir du moment où vous raisonnez fonctionnalité, c'est-à-dire que l'investisseur finance et que l'entreprise gouverne et qu'entre les deux, vous avez une société ad hoc qui détient l'actif pour le sécuriser, l'investisseur, il peut être public, mais il peut être privé. Et il n'est pas obligé d'être un fonds d'investissement qui pèse je ne sais combien de millions. Ça peut être aussi une obligation souscrite par un particulier qui peut investir dans l'outil, dans son entreprise. Et donc, ça pourrait être aussi une solution pour que nos salariés puissent non seulement être sécurisés par une participation au capital de l'entreprise, au sens capital social de l'entreprise d'exploitation, mais ils pourraient aussi souscrire à des obligations émises par le véhicule ad hoc pour financer l'actif. Et comme l'actif économique est sécurisé, on n'aurait pas un problème de risque pour notre salarié, parce qu'il verrait sa retraite vraiment sécurisée. Et imaginons même que, pour une raison X ou Y, notre salarié soit contraint d'être démissionné pour une raison économique, parce que malheureusement, parfois, le chef d'entreprise doit prendre des décisions qui conduisent au licenciement.
eh bien, notre salarié ne deviendrait pas, comme ça, après je ne sais combien d'années de fidélité à un entrepreneur, suivi d'un groupe international, mis sur le carreau ma foi, avec uniquement ses yeux pour pleurer. Il resterait investisseur, donc propriétaire économique des actifs de l'entreprise à laquelle il aura participé dans sa réussite en quelque sorte, même si la gestion de l'entreprise passe à un moment donné par ce licenciement. Donc, on se rend compte que petit à petit, on arrive, en dissociant la valeur économique de la valeur d'usage, à répondre à beaucoup de problèmes auxquels nos entreprises sont confrontées aujourd'hui. Ok. Alors, si on devait le prendre sur un cas concret, parce que dans notre audience, on va avoir des entrepreneurs, des repreneurs, d'accord, qui doivent reprendre une entreprise. Ce modèle-là, comment ils pourraient l'appliquer concrètement aujourd'hui? Est-ce qu'il existe des véhicules d'investissement déjà tout prêts? Comment ils pourraient être aidés? Parce qu'on voit bien que on a beaucoup de gens qui ont de l'expertise, du savoir, des savoir-faire, des savoir-être, qui sont tout à fait à même de piloter des entreprises, mais qui aujourd'hui n'ont pas de capital. D'accord? Et ça, c'est très vrai aujourd'hui, ça va être de plus en plus vrai, puisque on va avoir beaucoup plus de gens qui vont aller sur une direction entrepreneuriale, mais qui n'ont pas forcément des millions à investir. Donc, comme tu l'as dit, c'est soit un investisseur à leur côté, soit de la dette, mais guère plus. Alors, par rapport à ce modèle-là, est-ce qu'il existe des choses aujourd'hui qui pourraient être mises en œuvre? Comment tu Alors, conseillerais quelqu'un, par exemple, qui aujourd'hui souhaite reprendre une entreprise et qui est intéressé par ce modèle-là? en fait, la question que tu me poses, c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure, à savoir comment traduire ce concept économique en projet entrepreneurial. Oui. Parce que derrière cette utilisation de la titrisation pour servir l'économie, il y a un projet d'entreprise. Et ce projet d'entreprise, c'est un projet que je porte aujourd'hui. Je suis installé, j'ai passé une quinzaine d'années au Luxembourg. Je suis aujourd'hui sur Genève. J'ai une société de titrisation et je m'emploie à mettre en relation des investisseurs et des porteurs de projets. Mhm. Et justement, dans cette mise en relation, ma préoccupation, c'est de sécuriser et le capital et le travail. Quand on a une vision un peu helvétique de la finance et de la banque, on a l'impression qu'il y a soit la banque privée, qui est la banque du capital, et là, vous allez avoir des armées de spécialistes qui vont être capables de gérer tout votre patrimoine. Ils vont gérer votre capital, au sens noble du terme. Ils gèrent votre capital. Face aux banques privées, vous avez les banques commerciales, la banque chez qui vous allez aller pour ouvrir un compte pour votre société. C'est pour la banque qui va s'occuper de votre carte de crédit et puis effectivement qui vous fera peut-être de temps en temps un prêt même. Mais donc voilà, elle va en fait, moi c'est ce que j'appelle la banque du travail. Mhm. Eh bien, moi mon ambition, c'est de créer une banque d'affaires. Alors vous allez me dire, la banque d'affaires, Jean-Philippe, on t'a pas attendu pour l'inventer. Oui, sauf que avoir cette vision à globale qui consiste à dire, nous dans notre banque ou nous dans notre maison de titres, pour prendre un terme financier exact, notamment par rapport à la législation suisse, eh bien, on peut trouver des solutions pour justement aider l'entreprise, mais aussi aider l'investisseur à se réunir, à Mhm. se mettre ensemble. Le fond du problème, c'est que ce que veut le capital, le travail ne le veut pas, l'entreprise ne le veut pas. Et ce Mhm. que veut l'entreprise, le capital ne le veut pas. Je donne un exemple. La notion de temps n'est pas la même pour le capital et l'entreprise. Mhm. Le capital, lui, veut un retour sur investissement rapide. L'entreprise, c'est une création de valeur, c'est le long terme. Donc Mhm. déjà, au niveau du temps, ils ne s'entendent pas. Mhm. Après, ces différences, elles sont, on dit, le capital, il n'aime pas le risque.
Vous mettez un risque face à un investisseur, il part en courant. Oh, il va vous écouter parce que comme il a du capital, il a du temps et donc il aime bien vous écouter. Mais à la fin, il n'ira pas investir. Mhm. L'entrepreneur, lui, gère les risques tous les jours. Mhm. Le risque de l'entrepreneur, le métier, la définition même de l'entrepreneur, c'est de gérer des risques. Mhm. Donc, entre le capital qui est créateur de richesse et dont on a impérativement besoin et qu'il faut respecter, de grâce, respecter, et en même temps le travail de l'entreprise dont on a absolument besoin aussi, parce que la compétence, le savoir-faire dans des domaines d'activité divers et variés, ben forcément, on ne remplace pas l'homme de métier. Mhm. Je parlais tout à l'heure de… Enfin, on est là à Genève, je suis au Savoyard, je viens de la vallée de l'Arve. La vallée de l'Arve, j'en parlais tout à l'heure, qui traverse un moment très difficile, mais elle est habituée parce qu'effectivement, elle fait beaucoup d'activités de sous-traitance et aujourd'hui, les grands groupes, notamment à partir de l'aéronautique, de l'automobile, qui sont arrêtés, ne commandent plus les petites pièces de décolletage de la vallée. Donc, c'est évidemment une situation très compliquée. Mais avant d'aller sur cette solution-là, pour résoudre cette problématique, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de financiers qui se sont dit, mais c'est extraordinaire, ces entreprises du décolletage, regardez les comptes, ils se gavent, ils gagnent des sous, c'est formidable, il faut aller acheter. Et vous avez beaucoup d'entrepreneurs à qui on a fait des offres très intéressantes et qui ont revendu leur boîte familiale, entrepreneuriale, qui faisait ces petites pièces de décolletage. Et ces financiers qui avaient certes beaucoup de dollars, mais aucune compétence, en réalité, se sont plantés. Parce qu'on ne peut pas tout faire avec de l'argent. L'argent, c'est très utile, mais il faut aussi un savoir-faire. Mhm. Et très souvent, ces mêmes entrepreneurs qui avaient vendu à des fonds d'investissement américains ont racheté pour presque rien leur propre entreprise à ces fonds d'investissement qui n'en voulaient plus. Ce que je veux dire par là, c'est que on a besoin du capital, on a besoin du travail. C'est en même temps assez d'actualité, mais à mon sens, si j'avais la chance d'être écouté par le président Macron, je lui dirais, mais il n'y a pas meilleure solution pour retraduire votre en même temps que la titrisation. La titrisation est la traduction juridique et financière d'un en même temps politique. Je ferme la parenthèse. Donc, pour répondre à la question très pratique, Oui. moi aujourd'hui, je m'emploie à effectivement gérer une société qui met en relation des investisseurs et des projets. Okay. Des investisseurs, évidemment, qui ont envie d'investir, mais pas par de leur argent, mais qui ont une vision entrepreneuriale. C'est-à-dire, ce n'est pas des investisseurs qui cherchent absolument des rendements à 12 ou 20% parce qu'ils vont jouer sur le risque. Non, c'est des investisseurs qui veulent investir dans l'entreprise, dans l'économie. Puis à l'inverse, il y a des entreprises intéressées par cette structuration-là, mais tout le monde ne l'est pas. Mais certaines entreprises qui, elles, pour le coup, vont devenir nos clients. Et donc, mise en relation par la banque d'affaires, mais également mise en relation grâce à la fiducie et notamment grâce à ce que on appelle la fiducie-sûreté, puisque cette fiducie-sûreté, alors là pour le coup qui est très française, et là je fais éloge à notre législateur français, même s'il ne va pas aussi vite qu'on aimerait, mais qui a effectivement reconnu cette possibilité pour un entrepreneur de céder certains de ses actifs à un fiduciaire dans un patrimoine d'affectation, donc un patrimoine séparé du sien, qui a vocation à être proposé à des investisseurs. Donc on retrouve cette trilogie. Et je crois qu'il y a un député actuellement qui a fait un projet de loi sur l'avocat en entreprise. Il y a un acteur qui est effectivement très important aujourd'hui par rapport à l'entreprise, c'est l'avocat. Et cet avocat, pourquoi je parle de lui, c'est que
la fiducie, le législateur l'autorise à être fiduciaire. Un avocat peut être fiduciaire. Et c'est aujourd'hui une autre réflexion professionnelle que je mène, avec effectivement un avocat aujourd'hui parisien qui est bien identifié dans le milieu de la fiducie, qui a été un des premiers d'ailleurs à faire de la fiducie, et avec lequel on va sans doute développer ces partenariats justement pour faire le lien entre l'entreprise et les investisseurs. Et ce qui est amusant, et ça me permet de faire le lien avec le côté politique de l'entreprise, après son financement, l'aspect social, côté un peu politique, c'est que, comme je le disais avec la loi Pacte, on a voulu compter sur l'entreprise pour apporter des solutions économiques, sociales, écologiques. Il y a même des ouvrages qui sont sortis en parlant de l'entreprise-providence, etc., etc. Et en réalité, donc, cette loi Pacte, comme elle n'avait pas la base juridique, le cadre, elle n'est pas allée aussi loin que ce qu'on voulait. Et là-dessus est arrivé le coronavirus. Et cette situation avec le coronavirus est complètement folle parce que jusqu'à présent, l'entreprise, c'était justement elle qui était censée venir au secours de l'État, au secours des collectivités publiques pour sauver l'intérêt général, parce que justement l'État et les collectivités n'avaient plus d'argent pour pouvoir… Et puis, avec le Covid, pour sauver des vies humaines, on a arrêté l'économie, et pour sauver l'économie, l'État a évidemment balancé des milliards. Et aujourd'hui, on est face à une situation, et c'est pour ça que je parle de politique, où il faut trouver une solution pour réconcilier l'interventionnisme de l'État et le capitalisme privé. Et quand j'entends notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ne pas exclure des nationalisations, je comprends pourquoi il dit qu'il faut peut-être nationaliser, pour sécuriser peut-être les valeurs boursières des entreprises en bourse justement qui se cassent la figure, pour sécuriser peut-être mieux l'État, etc. Mais c'est certainement pas en faisant de l'État un actionnaire de nos sociétés privées qu'on va solutionner les choses. Il faut arriver à concilier l'interventionnisme de l'État et le capitalisme privé. Et il y a quelques jours, il y avait d'ailleurs monsieur patron de Roux de Bézieux qui disait ça va être la question de la présidentielle. On est tous d'accord pour dire que l'État n'avait pas le choix. Maintenant, la vraie question, ça va être de dire comment il sort. Moi, j'ai envie de dire à M. Roux de Bézieux qu'effectivement, son intuition, elle est bonne. Je pense que ça va être une question de la présidentielle, mais non pas pour savoir comment l'État va sortir, mais pour savoir comment l'État va rester. Et je vais vous dire pourquoi. Le problème, c'est qu'avant même la crise du coronavirus, et on en a dit un mot tout à l'heure, on sentait les limites de ces partenariats publics-privés. Ce concept même de partenariat, de PPP, comme on dit, qui a été montré du doigt d'ailleurs par le Sénat, comme par la Commission européenne, comme en parlant de bombes à retardement. Vous vous rendez compte qu'on est dans une situation où une collectivité publique compte sur un acteur privé contraint à la rentabilité pour gérer l'intérêt général. C'est une aberration. Et cette aberration, elle n'est pas seulement économique, elle est également écologique. Les PPP, c'est-à-dire les délégations de services publics que nos communes organisent, par exemple, pour confier à des acteurs privés les domaines skiables, génèrent des aberrations écologiques parce qu'on va gérer notre montagne par rapport à un compte de résultats et pas par rapport à la naturalité. En disant ça, j'en veux pas à l'acteur privé, puisque c'est son job, lui, d'être rentable. Et si son job, c'est d'être rentable, alors la collectivité publique ne doit pas lui confier la mission de gérer notre intérêt général, naturel, notre espace de montagne. Eh bien, si je dis tout ça, c'est que justement, ce côté politique fait que, en ne regardant plus
le côté public-privé, mais en regardant uniquement la fonctionnalité capital-travail, le capital finance, le travail gouverne, dirige, eh bien, on peut se rendre compte qu'on arriverait à résoudre des problématiques très intéressantes. Par exemple, la solution, pour revenir sur le Covid, c'est peut-être que ce soit l'État, en propriétaire économique, qui finance des actifs économiques qui seront mis à disposition des entreprises. Dans ce cas-là, l'État est sécurisé par la propriété économique de l'entreprise, il perçoit des revenus, et il faut que l'État perçoive des revenus. Il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. La solidarité entrepreneuriale, une sorte de nouvelle forme d'État-providence, doit permettre à l'État de gagner de l'argent. Sinon, c'est quoi? C'est la privatisation des profits et la nationalisation des pertes. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, il n'y a pas de mal à ce que l'État devienne propriétaire des actifs et qu'il soit rémunéré. Mais par rapport à ma organisation tripartite, rappelle-toi, l'entreprise garde son capital privé et sa gouvernance privée. La seule chose, c'est qu'elle a confié à une autre entité, non pas la gestion, mais la détention d'un actif économique pour le sécuriser. Donc, la première traduction très concrète aussi au niveau politique, c'est si l'État doit continuer à venir au secours des entreprises, il ne faut surtout pas nationaliser, mais il faut peut-être aider les entreprises à financer leurs actifs économiques. Ça, c'est une première solution. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que le capital investi par des investisseurs soit privé pour financer des actifs détenus dans une société qui seraient mis à disposition des collectivités publiques. Sur France 2, le journal télévisé de 13 heures termine régulièrement par une idée pour la France. Oui. J'adore ce petit moment. Et en réalité, alors évidemment, je ne les ai pas tous vus, mais à un moment donné, il y avait un reportage sur pour l'agriculture, qui est un domaine sur lequel je travaille, on aura l'occasion d'en reparler une autre fois, mais qui me tient à cœur. Et c'était l'exemple d'un container qui était structuré comme une sorte de micro-usine pour pouvoir faire des yaourts à partir du... Et ils expliquaient très bien dans le reportage que les agriculteurs n'avaient pas les moyens de financer un container qui coûtait 100 000 euros, mais ils avaient la possibilité de louer ce container pour pouvoir faire des yaourts et donc faire augmenter le prix de leur litre de lait. Qu'est-ce qu'il y a dans cette idée-là? C'est de la titrisation. En fait, il y a un investisseur qui a financé un actif économique et qui est mis à disposition des agriculteurs qui, eux, ont un savoir-faire et qui vont le mettre en valeur. Le lendemain, on me parle d'un maire qui achète des terrains pour les confier à ses administrés qui veulent faire du bio. Mais c'est toujours la même idée. Le capital finance et le travail gouverne. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, le problème n'y est plus privé-public. On s'en fout. Le coronavirus a fait exploser tous ces concepts. Par contre, la seule chose qui compte, et c'est pour ça que peut-être que le coronavirus aura été une chance pour le monde entier, si on est intelligent, c'est que ça nous aura permis de repenser notre capitalisme en faisant un capitalisme responsable et sécurisé qui valorise à la fois le capital et à la fois le travail. Et pour la notion ou les notions de bien commun, c'est la même chose. Un bien commun détenu par une société qui a vocation à sécuriser cet actif. L'actif, un bien commun, ça peut être quoi? Ça peut être évidemment un espace naturel, mais pas seulement. Ça peut être une autoroute. Une autoroute, quand parce que là, on parlait des critiques des nationalisations envisagées par Bruno Le Maire, mais à l'inverse, aéroport de Paris, les autoroutes, dès que l'État a une entreprise industrielle qui rapporte quelque chose, comme l'État a besoin d'argent, on privatise.
Alors, bien sûr, parfois, ça coince. Bon, je n'ai rien contre la privatisation parce que je considère qu'effectivement, l'initiative et l'entrepreneuriat va permettre de créer de la valeur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'État doit se déposséder effectivement de certains biens qui participent à l'intérêt général? Je ne le sais pas. Eh bien, appliquer ce schéma de titrisation qui, depuis qu'on parle, n'a plus grand-chose avec la titrisation, tu l'as compris, on est dans un modèle en fait de relations tripartites. Eh bien, appliqué à ces domaines-là, on pourrait très bien imaginer que l'État, soit la société au sens être, soit la société ad hoc, la société de titrisation, la société de propriété, la société qui détient l'actif, donc notre autoroute. Mais que l'État mette cet actif et sa valeur économique au service d'investisseurs privés qui vont être très contents. Ils vont dire, moi, je vais être propriétaire économique d'une autoroute qui rapporte. Ça me va, garanti par l'État. Génial, j'investis, j'y vais. Et de l'autre, l'État va dire, moi je suis propriétaire d'une autoroute, qui veut la gérer? Alors là, il y a beaucoup d'acteurs privés qui vont dire, moi. Mais l'État va pouvoir dire, OK, mais on va faire un cahier des charges. Parce que cette autoroute, c'est un intérêt général. Tout le monde l'utilise. Donc effectivement, vous allez la gérer, mais vous allez pouvoir la gérer en respectant quand même des critères qui me paraissent importants par rapport à la préservation, à la sauvegarde de l'intérêt général. Et on se rend compte par ce schéma que on glisse vers une organisation où l'État est propriétaire de l'actif, mais pour le sécuriser, mais confie la valeur économique à des investisseurs privés et confie l'exploitation à des acteurs privés. Ça, si ce n'est pas un partenariat innovant qui permet de bénéficier des capitaux privés, parce qu'on a besoin de l'argent, on profite de la compétence des organismes privés et c'est eux qui gèrent, mais l'État, simplement en détenant cet actif, représente l'intérêt général et va pouvoir justement s'assurer qu'on ne tombe pas dans les dérives, des dérives qu'on a pu voir, on les voit souvent, mais notamment à Toulouse avec l'aéroport de Blagnac, là, où on a vendu une infrastructure à un consortium chinois qui a profité des investissements d'État et qui a revendu après et qui s'est fait une marge de 250 millions sans avoir travaillé. On ne peut plus travailler comme ça. Et cet intérêt général dont je parle là, qui pourrait être détenu par l'État, ben, il est multiple. Alors effectivement, il y a les espèces naturelles par rapport à l'écologie, il y a effectivement des infrastructures publiques, comme je l'ai dit, sur des grands projets. Il y a également la production de vaccins. On est face à une crise sanitaire mondiale. On a arrêté l'économie et aujourd'hui, les acteurs privés font la loi. On leur a payé et ils ne sont pas capables de produire. Moi, je ne jette pas encore la pierre à ces laboratoires privés. Et il faut au contraire tout faire pour les financer, pour qu'ils continuent à en trouver des vaccins. Mais il y a un moment donné où on ne peut plus laisser l'intérêt général géré par le privé. Et là, cette solution que j'expose avec la titrisation permettrait là encore de concilier la production de vaccins qui répond à un intérêt général planétaire, mais également avec le respect des capitaux privés des laboratoires, puisqu'on va leur acheter ce brevet, il faut leur acheter au prix du marché, et on pourrait même imaginer après que l'État leur concède évidemment la gestion et la production, mais on pourrait élargir cette production à beaucoup d'autres domaines. Et les illustrations d'un nouveau partenariat public-privé avec l'entreprise au sens capital et travail sont multiples. Parce que justement, on a basculé aujourd'hui dans un monde où les défis économiques, sociaux, écologiques, sanitaires nous obligent à penser
différemment la propriété. Et donc, j'ai rejoint le début de notre intervention, peut-être un peu trop longue, et peut-être qu'il n'y aura plus personne pour nous écouter, mais on est en tout cas, on a fait le tour, et c'est ça que je voulais montrer, c'est Ouais. que, en fait, c'est un projet où il y a plein de portes. On peut rentrer par la porte juridique. C'est mon bouquin, et réfléchir sur usus fructus abusus. Bien. On peut rentrer par la porte finance, c'est la titrisation, et on peut rentrer par la porte politique pour justement arriver à revaloriser le travail mais sans pénaliser le capital. Voilà. Merci Jean-Philippe. Écoute, on pourrait encore continuer des heures, mais j'ai des engagements, donc on va être obligé d'écourter un peu notre conversation. Mais je pense que on a bien compris ton propos. Alors, comment on peut te retrouver? Déjà, déjà le livre que je vais mettre par là, ok. Et Du puis, livre, je crois que dans mon petit livre, il y a même mon adresse email. Et puis. Après, on peut te retrouver sur LinkedIn, je crois. Oui, tout à fait. Sur LinkedIn, il y a quelques articles que je fais et où j'essaye effectivement de montrer cette possible application de la titrisation à l'économie, c'est-à-dire à la fois aux intérêts privés. Il faut préserver justement cette propriété, cette liberté qui est fondamentale, mais aussi l'intérêt général, parce qu'il faut qu'on renoue avec la fierté du libéralisme et de cette main invisible, en quelque sorte, dont parlait son nom, Adam Smith, en justement disant que l'appropriation par quelques-uns faisait et générait un enrichissement aussi pour tous. Et aujourd'hui, voilà, il faut retisser ce lien entre les intérêts privés et l'intérêt général. Et je pense que au travers de la titrisation, eh ben, il n'y a pas meilleur exemple. Jean-Philippe, merci. Chers Merci. amis, merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt. Dans un prochain interview, je vais vous mettre les interviews là, par là, comme ça vous pourrez accéder à la playlist qui aura attrait à ce sujet. Je vous dis à bientôt. Ciao. Au revoir, merci.